Le temps est venu de remplacer le vieux monde médiatique, subventionné, épuisé, recuit. Procédons ensemble à ce grand remplacement. Nous sommes à un tournant. Jamais, depuis 2014, nous n'avons eu autant besoin de vous. Jamais. Nous avons besoin de votre soutien et de votre don. Nous avons vraiment besoin de nouveaux dons pour continuer de peser et empêcher la ruine de notre nation. Je vous demande de répondre dès maintenant à notre appel pour faire de TV Liberté une arme, le fer de lance du renouveau, de la renaissance, du redressement. TVL, une arme, le fer de lance de vos idées. Alors un seul mot d'ordre, mobilisation générale. 2022 est l'année de tous les dangers. Ils ne nous épargneront pas. En cette année décisive, TV Liberté est votre arme, le fer de lance de vos idées. Bienvenue en Tueur en série, je suis de nouveau avec Pierre Jovanovic pour évoquer une autre série documentaire de Netflix en 4 épisodes, une série américaine cette fois-ci, consacrée à l'affaire Epstein. Alors l'affaire Epstein, en 2 mots, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'affaire... En 2 mots. C'était un peu difficile hein, de dire ça en 2 mots. Voilà, on va dire que c'est un proxénète. Espion qui filmait les clients de ses filles, qui a très très mal terminé. Donc, puisqu'on est dans les tueurs en série, bah, il a été tué, mais il est mouru. Voilà. Alors, il est mouru. Quel dommage. Il s'est pendu, paraît-il. Il s'est pendu tout seul. Il s'est pendu tout seul à 20 cm au-dessus du sol. C'est voilà. Ça, exactement. Voilà, il s'est jeté dans le vide à 10 cm de hauteur. Il en est mort, le pauvre. Alors, justement, avant sa mort, ce monsieur a quand même... Il y a une partie que n'évoque pas du tout la série. Alors, la série, pour vous en parler... Elle est rien à voir avec DSK. Rien à voir. On est dans la pleurniche. Ah, c'est la version américaine. On esquive les vrais problèmes. Surtout les vrais sujets. Les vrais sujets, oui. Ouais, voilà. Par exemple, comment un type qui est un simple professeur de mathématiques, comment ce type devient vraiment très riche et à la tête d'un patrimoine. Je lis le patrimoine. Hein. Il était propriétaire d'un Boeing 727, appelé le Lolita Express, un hôtel particulier à New York, une villa à Palm Beach, un appartement à Paris, un ranch au Nouveau-Mexique et une île privée dans les Caraïbes, le tout pour 500 millions de dollars. À mon avis, c'est d'ailleurs pas beaucoup. Ouais, je pense que là, on est en dessous de la vérité, là. Alors, comment un prof de maths peut devenir aussi riche? C'est l'Amérique? Alors, oui, enfin, c'est surtout... Non, c'est pas l'Amérique, c'est ses fesses. Oui. C'est ses fesses. Hein, voilà, il faut le dire clairement. Epstein a prêté ses fesses, on va le dire, à monsieur Wexner, qui est le propriétaire d'un grand groupe textile qui s'appelle Victoria's Secret, que tout le monde connaît, enfin du moins toutes les femmes connaissent, surtout les américaines, parce que c'est les grands défilés de lingerie, de froufrou, bien sûr, etc., qui sont suivis par des millions et des millions de qui coûtent très cher, et des millions de gens surtout, et qui coûtent vraiment, ça coûte effectivement, c'est genre la petite culotte en nylon, le string, ça coûte plus cher que le caviar, quoi. Donc voilà, ça c'est le groupe. Et donc monsieur Wexner, donc 70 ans, est tombé fou amoureux de Epstein, qui était lui-même banquier, enfin qui vendait, voilà, qui allait voir tous les clients. Des produits financiers. Oui, c'est ça, pour payer moins d'impôts, hein, donc voilà, on va dire du blanchiment, ce qu'on veut. Voilà, et c'est comme ça, si vous voulez, qu'il est devenu extrêmement riche, parce que monsieur Wexner, pour le garder,
près de lui, donc à déverser de l'argent, à ne plus savoir qu'en faire. Il lui a confié la gestion de la trésorerie de la multinationale. Et c'est comme ça. Epstein en a profité d'ailleurs. Plus qu'un peu. Hein, Il lui a volé 43 millions, je crois. Non, à mon avis, là, il est en dessous de la vérité. 43 millions, c'est vraiment... c'est pas grand-chose. Voilà, c'est un pourboire. Véritablement, à ce niveau-là. Voilà, donc il faut vraiment préciser... Donc on va dire qu'il s'est dévoué pour la cause de son compte en banque, M. Epstein. Mais que, indépendamment de ça, surtout, c'est un proxénète. C'est devenu un proxénète. Et surtout, c'est devenu un agent des services secrets israéliens, du Mossad. Et, parce que c'est une opération commune, j'en ai parlé souvent, mais il faut le redire là pour bien voir, pour bien comprendre cette série. Parce que cette série n'en parle pas. Non. C'est ça qui est dingue. Oui. C'est ça qui est... Non mais c'est extraordinaire. Donc vous voyez vrai. déjà que là, il y a une désinformation. C'est une opération de désinformation pour protéger le Mossad, pour protéger les services américains. Ni l'un ni l'autre n'apparaissent dans ce film. En revanche, il y a quelque chose d'extraordinaire qui recoupe d'ailleurs le livre d'Alan Howard. On avait fait une émission avec Olivier Pichon et Pierre Barjon qui a dépassé les 700 000 vues, ou je ne sais plus combien. Oui. On voit dans cette série des policiers de Floride qui avaient Palm Beach, qui avaient enquêté pendant des mois et des mois et qui du jour au lendemain voient leur dossier disparaître ou bloqué et qui disent en 35 ans de carrière, en 40 ans de carrière, jamais je n'ai vu ça. Jamais je n'ai vu une chose pareille. Et effectivement, le ministre de la Justice de la Floride, à l'époque, a mis son veto et a permis, si vous voulez, à Epstein de bénéficier, si vous voulez, d'un petit séjour je sais pas moi, un peu comme Strauss-Kahn, si vous voulez, en liberté surveillée. Hein, le soir, il rentrait, il dormait dans la prison. Et c'était tout. C'est remarquable. Alors, c'est un peu différent parce que DSK, c'est quelqu'un qui est au centre de la jet set, mais il est au centre pour son talent. Tandis que dans l'affaire Jeffrey, c'est l'étoile du pouvoir, mais pour les services qu'il offre. Et la deuxième des choses qui est aussi extrêmement importante, c'est qu'il n'y aurait pas eu d'affaire Epstein s'il n'y avait pas les amis d'Epstein. Parce qu'en réalité, des proxénètes, il y en a partout, quoi. Mais simplement, des proxénètes qui fournissent aux plus grands et aux plus puissants du monde, il n'y en a pas tant que ça. Donc, pouvez-vous nous parler des amis d'Epstein ? Alors, les amis d'Epstein, voilà, c'est surtout, son réseau. Il y a deux réseaux, hein, précisons-le. Dans son carnet, dans son fameux carnet noir, hein, voilà, on voit bien qu'il y a deux carnets. En fait, il y a le carnet, celui d'Epstein, qui s'est constitué à partir du moment où il est entré à la banque Bear Stearns et où il a rencontré tous les riches et ultra riches qui voulaient blanchir payer moins d'impôts. On va le faire comme ça. Et surtout, on voit celui de Ghislaine Maxwell. J'allais en parler. Qui est la numéro 2, on la voit très bien dans cette série. Et surtout, moi, je vous ai retrouvé un article, alors c'est très très intéressant, parce que ça date de, regardez bien, 22 janvier, 2001. Et c'était dans le Evening Standard de Londres. 2001, vous vous rendez compte, ça fait 20 ans, donc bien avant tout ça. Et que nous dit cet article? En fait, c'est un journaliste anglais donc qui est spécialisé, donc il suit en fait la cour, hein, c'est-à-dire les princes, les princesses, les demi-princesses, machin, etc. Comme les Anglais ont l'habitude, ils ont cette obsession des aristocrates, la vie des bêtes, hein, des aristocrates. Alors, et donc là, il s'en prend violemment. Il s'en prend violemment au prince Andrew, déjà. Vous voyez, donc, et il dit le palace, le Buckingham, donc la reine, ils sont fous de rage, et la reine est folle de rage à cause des frasques de ce que fabrique en ce moment le prince Andrew, parce qu'il ne s'occupe plus du tout de ses enfants. Alors, regardez bien, il dit la vérité. Je vous lis, je traduis très brièvement. La vérité dans cette matière, c'est que, en fait, le prince Andrew ne s'occupe plus du tout de ses obligations officielles, c'est-à-dire inaugurer des écoles, des machins, des trucs, etc. Mais il passe tout son temps avec
Ghislaine Maxwell, la fille d'un escroc financier qui s'appelle Robert Maxwell, grand agent du Mossad, on en a parlé avec Olivier Pichon, et qui a disparu de son yacht, blabla, en 1991. Alors, et donc, il fait l'inventaire des voyages officiels, puisque c'est, vous savez, tous ces aristocrates, c'est comme les ministres, hein, ils ont, ils ont un agenda public. Hein, voilà. Donc, en février 2000, il est à Mar-el-Largo Club, donc chez Trump, avec Ghislaine. Ensuite, il est à New York avec Ghislaine. Ensuite, il est toujours avec Ghislaine en mars. En avril, il est toujours à New York. Au mois de mai, il est en Floride, donc chez Epstein, avec Ghislaine. Ensuite, au mois de juin, alors c'est là où c'est très intéressant, ils sont au château de Windsor pour une grande réception qu'offre la reine. Donc c'est là où Epstein et Ghislaine vont être présentés à la reine. Vous voyez ? Donc c'est fascinant de voir. Et alors, à un moment donné, il se dit, qui est Epstein ? On ne sait pas qui est ce Epstein. Et il a 48 ans et c'est un homme très très puissant et c'est un développeur immobilier, un promoteur immobilier de New York. Oui, bien sûr. Voilà, déjà les feux rouges étaient en train de s'allumer de tous les côtés au niveau, si vous voulez, de la presse anglaise. Et le prince Andrew, maintenant on le sait, si vous voulez, a été filmé, mais pas que. Tout ce qui touche, tout ce qui a une couronne, une particule, tout ce que vous voulez, ou surtout tout ce qui a des millions, c'est surtout ça qui est intéressé, enfin du moins tout ce qui a un pouvoir économique, médiatique, a été filmé depuis à peu près une trentaine d'années, on va résumer, une trentaine d'années par Monsieur Epstein. Et ces gens étaient très très accros, c'est-à-dire en fait ils ne savaient pas du tout qu'ils étaient filmés, et c'est comme ça qu'en fait il y a quand même une chanter. Naïveté là, de ce côté-là. Écoutez, c'est pas tant de naïveté, si vous voulez, c'est eux, ils recherchaient, tous ces milliardaires, ces ultra-riches, ces gens très connus, cherchaient la discrétion. Et Epstein leur donnait non seulement la discrétion, et en plus, il leur donnait des jeunes filles, parce que ce sont la plupart de ces gens qui sont dans son carnet veulent des gamines de 12, 14, etc. D'ailleurs, on voit dans la série, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, à un moment donné, il y a un avocat qui lui dit « Nous avons retrouvé un des messages, l'un de vos amis, donc c'est Brunel, hein, le fameux Brunel, oui. On dit qu'il se félicite de vous avoir trouvé 3 enfants de 12 ans. » J'invente rien, c'est dans le film. Hein, on le voit, c'est génial. On voit vous avez toutes les vidéos de la police de Palm Beach. Enfin, c'est ça. Voilà, et du ministère de la Justice. Et là, vous touchez du doigt cette réalité et comment la CIA et le FBI donc ont empêché déjà à l'époque à ce que cette affaire aille plus loin. Voilà. C'est vraiment très très intéressant. Alors oui, je comprends. C'est quelqu'un qui est aussi très narcissique. Oui. Si, il est quand même assez narcissique. Il en est même eugéniste. Et il veut faire de son ranch un endroit où il va purifier la société en donnant du sperme, etc. Vous avez été au courant de ça ou pas? Ah oui, tout à fait. Non, mais attendez. Alors là, vous touchez là une question extrêmement sensible, si j'ose dire. Donc il est eugéniste. Oui, non, mais vous faisiez pas le lien. J'avais pas. Ce qui est intéressant, si vous voulez, parce qu'on peut pas parler de ça tant que vous ne parlez pas de Bill Gates. D'accord. Voilà. Bill Gates, le père de Bill Gates, est un eugéniste absolument convaincu. Le fils aussi. Et le fils aussi, hein, il en parle depuis des années. J'ai même revu une de ses conférences de 2011 où il parle clairement de baisser, il faut absolument, on va dire, supprimer une partie de la population, on va le dire clairement. Vous voyez, c'est un peu comme les Allemands qui disaient, bon, les Juifs sont trop nombreux, il faut les éradiquer. C'est la même chose, sauf que là, c'est la population mondiale. Ça choque personne. Moi, je trouve ça absolument étonnant. Bref, donc, et là où ce que vous venez de dire est vraiment extrêmement intéressant, c'est que, justement, moi aussi, j'avais tiqué là-dessus. J'ai dit, mais attends, si Epstein dit, je vais repeupler la Terre, je vais donc, avec tous mes spermatozoïdes, je vais repeupler la Terre, ça veut dire que la Terre a déjà été dépeuplée. C'est là où j'ai... Pourquoi il dit ça ? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, ça a déjà été dépeuplé. Donc, je me suis penché effectivement sur la question. Et effectivement, on retrouve le même délire Bill Gates, Epstein. C'est un délire narcissique, on est d'accord quand même. C'est vouloir reproduire sa propre image à l'infini, quoi. C'est vraiment ça. C'est je m'aime tellement que je veux me voir. Écoutez, au musée du Louvre, pardonnez-moi, au musée du Louvre, vous avez une statue
du dieu Ammon, Oui. qui dit, hein, qui dit texto, hein, donc je me suis masturbé et mon éjaculation a été si grande que j'ai créé le Nil. Donc, on va dire que effectivement, le narcissisme, si vous voulez, on est proche des dieux. Hein, et c'est ce qu'on dit de Bill Gates. Il est atteint du syndrome de Dieu. Ils se prennent pour Dieu. Et c'est Epstein, Bill Gates, même combat. Hein. Ils se prennent pour Dieu. Ils veulent d'abord supprimer la population, une partie de la population mondiale. Pour la repeupler, et là vous touchez du doigt la grande réalité dont cette série ne parle pas. Non. Et ça c'est très très grave, mais donc on voit bien que cette série a servi de prétexte. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut la regarder avec ça en tête, en disant qu'il y a beaucoup plus de choses non dites que de choses dites dans cette série. C'est ça qui est génial. C'est un peu comme BFM-VC, vous voyez. C'est en fait il faut regarder surtout de ceux dont ils ne parlent pas pour comprendre ceux qui les gênent. Oui, je comprends bien. Alors, je suis assez d'accord avec vous. Il y a une chose qui est quand même assez intéressante, parce qu'on voit beaucoup les victimes. Alors, loin de moi l'idée de nier l'horreur des viols et ce genre de choses. Mais néanmoins, on voit quand même des choses assez curieuses. On voit une jeune fille, on l'interviewe, on lui dit, bon... qu'est-ce qui s'est passé? Bon, voilà, il m'a violé, je passe les détails, tout ça, etc. Il m'a forcé, etc. Et alors la fille pleure, et bon, c'est normal, on peut bien le comprendre, hein, quand on a été violé, Mais moi, quand j'ai été violé, je pars en courant, quoi. Alors, oui. Le journaliste, il lui pose la question, mais dites donc, ça a duré combien de temps? Et alors là, deuxième coup de violon, ça a duré 2 ans. Oui. Alors, je sais pas, mais comme je le disais, je me fais violer, je pars en courant, je reviens pas tous les jours pendant 2 ans, quoi. Ça fait penser à la blague, vous savez, avec l'ours et le chasseur, vous voyez. Toi, tu viens pas pour chasser, toi. D'ailleurs, pardonnez-moi, mais dans la... Alors, je crois que c'est dans la série The Crown. Oui. Vous avez le prince Charles qui raconte cette histoire, justement. Oui. Hein, toi, tu viens pas... Bref. Alors là, on est dans le pathos américano-américain féministe. Voilà. C'est-à-dire que, oui, voilà, c'est-à-dire que c'est la fille qui... en fait, c'est des putes. Bon, hein, certaines, hein, on va dire ça comme ça. Je pense qu'il n'y a pas tout de mots. Hein, c'est-à-dire que si elle revient 40 fois de suite hein, pour se faire violer, et que maintenant, en fait, elle a son intention, si vous voulez, c'est avec ses avocats, si vous voulez, c'est de mettre une option sur tous les millions que Bien sûr. Epstein a laissé, tout simplement. Bien sûr. C'est une histoire d'argent. C'est vraiment de la finance pure et dure et juridique. Hein, voilà. Alors il y a une fille aussi qui c'est pas mal, elle a été également violée sur l'écoute, et puis elle pleure, bon ça c'est affreux. 40 fois ou 20 fois? Non, elle sort le mouchoir, c'est affreux, et puis et elle lui dit: qu'est-ce que vous avez fait ensuite? Eh ben je lui ai procuré des filles. Donc en fait, oui, elle a balancé 40 copines. Non mais c'est dingue. Elle a balancé, complètement elle fou. a été victime d'un viol. Elle a balancé ses 40 copines pour 200 € la passe. Je sais pas, moi, chez moi, ça s'appelle. Non mais Epstein, dans son truc, il avait quand même un côté génial. Non? Il est doué, oui. Ah oui, il est doué. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, si le Vatican pouvait trouver un saint pour tous les proxénètes, on pourrait dire qu'on pourrait prier Saint Epstein. Hein. Non mais sérieux, quoi. Je veux dire, ce type a réussi à transformer toutes ces gamines en mini proxénètes qui, à leur tour, c'est un Ponzi. C'est un Ponzi à l'envers. Hein, voilà. Mais s'il va chercher, s'il avait ce besoin d'aller chercher en permanence de la chair fraîche, hein, c'est comme ça qu'il faut le dire, c'est effectivement pour nourrir la totalité, si vous voulez, des besoins, des demandes de son fameux Black Bloc, de son carnet, quoi, oui, de son carnet noir, et surtout Ghislaine Maxwell, qui elle-même organisait tout ça. Ghislaine Maxwell qui est à voile et vapeur. Parce qu'en fait, c'est à 3. Oui, c'est ça. Elle est à voile et vapeur. Elle adore aussi les petites jeunes. C'est une femme d'affaires. Elle est très belle. Et c'est la fille du grand espion du Mossad, donc on en a parlé dans l'émission précédente. Il faudra la mettre en Robert Maxwell. Oui, et on voit surtout, si vous voulez, qu'il y a quelqu'un qui pilote tout ça, c'est Ehud Barak, puisque Ehud Barak a été vu maintes fois sur l'île d'Epstein, là où il amenait justement toutes ces gamines.
hein, toutes ces jeunes filles, pour des partouzes. Enfin, bon, c'est connu, c'est clair, net et précis. Il y a tellement de témoignages maintenant qui sortent, et vous allez voir qu'avec le temps, d'autres témoignages vont sortir, tant et si bien que mademoiselle Marcinkova, qui était très proche d'Epstein, qui était même amoureuse d'Epstein, qu'il avait comment dire, je crois qu'il l'avait récupérée quand elle avait 14 ans, je crois, ou 15 ans. Donc, eh bien, elle a accepté de témoigner. Ce qui est nouveau, alors que jusqu'à présent, depuis 3 ans, elle a refusé systématiquement de témoigner ou de dire quoi que ce soit sur Epstein. Eh bien là, toutes ces personnes ont finalement été obligées de témoigner. Donc on va voir encore de nouveaux développements dans l'affaire Epstein. Absolument. C'est saison 2 donc. Ah, c'est saison 2, ouais, bien sûr, vous aurez une saison 2, c'est une évidence. Je pense que les réalisateurs de cette série, de toute façon, n'auront pas le choix. Vu le succès de la saison 1, si je puis me permettre, ils vont être obligés de faire une saison 2, d'autant que nous allons avoir le procès. Le procès de Ghislaine Maxwell, qui a déjà été reporté, hein, alors qu'elle a été arrêtée l'année dernière. Le FBI savait pertinemment où elle était, mais elle va peut-être se suicider aussi. Non, là, je pense qu'ils ne peuvent pas se permettre d'avoir 2 suicides dans le dossier Epstein. Voilà. Mais il y a le prince Andrew, vous avez Bill Clinton, vous avez tous les milliardaires, vous avez les journalistes, vous avez beaucoup d'une certaine blabla. Enfin bon, bref, donc tout ça est extrêmement dangereux, mais la justice américaine ne peut pas se permettre d'avoir une Ghislaine Maxwell qui se suicide, c'est pas possible. Ça deviendrait un scandale national. Un peu gros, peut-être, oui. Alors, je disais... Enfin, vous savez, hein, on a bien vu le banquier David Rossi. On voit bien qu'en Amérique, on le jette par la fenêtre et la police déclare le suicide. Hein. Et on voit sa montre qui arrive juste 10 minutes après, là aussi, il me suicide. On a eu un ministre aussi qui s'est suicidé. Et qui dans 30 cm d'eau. 10. C'est ça, voilà. Alors, je disais tout à l'heure, l'étoile du pouvoir, je vous tendais la perche pour vous donner des noms, parce que vous avez un peu une idée des noms. Alors, il y avait Andrew. Prince Andrew, bien sûr. D'accord. Trump. Trump ne l'a pas... Il allait, parce qu'il était à Palmier, etc. Trump n'a pas tant fréquenté ça. Il y avait des soirées communes, mais Trump, c'était pas son truc. Trump, je veux dire, des gamines d'Epstein, elles étaient trop jeunes pour Trump. Trump aime les femmes de 25, 30... Clinton Bill Clinton, bien sûr. Bill Clinton, qui a largement profité des largesses sexuelles, si je puis me permettre, d'Epstein. Et je vous rappelle qu'ils étaient tous filmés. Donc aujourd'hui, vous avez un service secret qui s'appelle le Mossad, qui tient des centaines, voire des milliers d'heures de débats sexuels avec des gamines, des gens comme le prince Andrew, des gens comme Bill Clinton, etc. Oui, mais il y en a d'autres. Mais plein d'autres. Ça n'a aucun intérêt. Par exemple, il y a eu Woody Allen aussi, donc... je pense que... Oui, mais il y avait Steve Hawkins, vous savez, le chercheur, le scientifique là de... Kevin Spacey aussi. Kevin Spacey, les acteurs Kevin Spacey, donc qui lui-même avait eu plein de plaintes justement pour viol de gamins de 14 ans, etc. Voilà. Enfin bon, bref, tous ceux qui aiment toute la jeunesse... vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser, si vous voulez, à ce que raconte un Roger Pierrefitte. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet auteur. Je me souviens de l'auteur, sulfureux, qui raconte son homosexualité et qui raconte comment ils allaient chasser les enfants dans les pissotières avec Charles Trenet ou d'autres célébrités, Monterland et ainsi de suite. Il raconte ça dans un livre qui s'appelle Propos secrets, Propos secrets 1 et 2. Oui, c'était en France, c'était publié par Albin Michel et ça faisait c'était en tête des ventes. Vous comprenez? Déjà à l'époque, c'était combien de ministres ont été arrêtés. Donc mais on ne faisait pas spécialement chanter les gens. Alors que là, on sait pertinemment, si vous voulez, que cette opération aujourd'hui pilotée par un seul homme qui s'appelle Ehud Barak et qui a été pris en photo maintes reprises dans l'île d'Epstein, le fameux bésodrome, appelons un chat, si je puis me permettre. Oui. Elle est bonne. Je l'ai pas fait exprès, aux îles Vierges. C'est ça. Voilà.
Et Netanyahou, lors de il y a eu des échanges violents à la télévision israélienne. Netanyahou a accusé, effectivement, pour se débarrasser d'un rival politique, attaqué Ehud Barak en lui disant « Qu'est-ce que tu faisais sur l'île d'Epstein ?» Vous voyez, donc, et l'autre, bon, il ne peut pas répondre parce que c'est une opération qui est toujours en cours. Bien sûr. Et donc, pour vous, s'il ne fait aucun doute qu'Epstein a été tué? Non, aucun, franchement. Non, pour une raison très simple, si vous voulez, c'est que c'est comme, j'en ai souvent parlé, c'est exactement comme David Rossi. Quand quelqu'un est prêt à parler ou qu'il est détenteur de trop de secrets, des secrets trop lourds, il faut l'éliminer. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Il faut l'éliminer. Ou même qu'il est sorti de là, mais qui se cache au fin fond d'une cabane, au fin fond de l'Afrique, ça change rien. Il est mort, socialement, mentalement, tout ce que vous voulez. Je veux dire, mais je pense qu'ils l'ont vraiment définitivement supprimé. Bien que même il y a des zones d'ombre absolument phénoménales. Le livre d'Alan Howard le montre très bien, parce qu'ils ont fait venir, le ministère de la Justice a fait venir je ne sais pas si vous réalisez, ils ont fait venir un médecin légiste complètement différent, juste pour lui. Juste pour lui. Alors que normalement, c'était le médecin légiste de permanence qui aurait dû examiner le corps tout de suite, le corps le corps d'Epstein. Véritablement. Bon, peu importe, mort ou pas, il est mort, de toute façon. Et ça je l'ai déjà dit, c'est en tant que responsable d'une opération de service secret, là, dans ces cas-là, vous savez, quand ça prend une telle dimension mondiale au niveau médiatique, il faut le tuer. Voilà. Oui, c'est sûr qu'on je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... On a affaire à un vrai scénario d'espionnage. Et c'était un scénario d'espionnage. Mais bien sûr, regardez, je veux dire, vous savez, le journaliste anglais, on en a parlé tout à l'heure. Regardez, Epstein has joined Andrew and Ghislaine on 5 of their breaks together in the past 12 months. Voilà. Et donc Epstein a même demandé à Andrew de rester dans sa villa, dans sa propriété de 30 millions de dollars à New York, parce que les Anglais et les Américains, vous savez, on dit vous avez une maison, oui j'ai une propriété, mais les Américains vont vous dire, ou les Anglais, oui j'ai une propriété qui vaut 20 millions de dollars. Oui, ils mettent le prix sur tout. C'est une habitude. C'est une habitude. Ouais, voilà. Donc vous voyez déjà en 2001, la presse anglaise, qui finalement a bien vu les choses, qu'ils trouvaient ça vraiment bizarre qu'Andrew, d'un seul, se soit détourné de toutes ces occupations classiques, si vous voulez, de la famille royale, aller dans les écoles, remettre les prix, aller dans les casernes, etc., enfin faire les discours, enfin tout ce que fait la famille royale depuis 100 ans ou plus. Eh bien non, du jour au lendemain, il s'est mis avec Epstein, Ghislaine, et ils n'ont pas arrêté de tourner, et ça a duré 18 ans avant que tout ça leur explose à la figure. Alors vous connaissez bien votre sujet parce que vous êtes le directeur littéraire du Jardin des Livres qui a publié un livre sur Epstein. Oui, j'ai lu le livre d'Alan Howard, bien sûr, grand reporter qui a travaillé dans les plus grands journaux américains et qui a lui-même travaillé avec 2 autres journalistes et ils ont fait des révélations colossales. D'ailleurs, je crois que le livre est disponible dans la bibliothèque de TVL. Exactement, et c'est ce que j'allais vous dire. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, sûrement vous êtes d'accord avec moi. Je pense que ça ne vaut pas le coup de voir la série. Elle n'est pas très bien faite. Elle est un véritable paravent à ce qui est vraiment important. Et si vous voulez vraiment savoir qui est Jeffrey Epstein et connaître l'affaire, eh bien, il vaut mieux lire le livre du Jardin des Livres. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous. Je dirais qu'au contraire, d'abord, il faut lire le livre. C'est là où ça devient intéressant. Et ensuite, regarder la série. Parce que là... Pour voir ce dont elle ne parle pas. Ouais. Non, mais indépendamment de ça, voir la morgue, le mépris, cette espèce de certitude de la part d'Epstein. Vous savez, les avocats, etc., le juge, etc., qui lui pose des questions. Et il est là, il le regarde avec un tel mépris. Vous savez, comme quelqu'un, vous savez, qui est sûr d'être intouchable, d'être assis sur des centaines de millions de dollars sur son compte perso, et qui vous regarde comme... pour lui, vous êtes tous des gueux. Le mépris. Et on le voit à un moment donné, le juge ou l'avocat lui pose des questions, non, je ne répondrai pas. Oui. Alors quelqu'un de normal, mais je veux dire, se prêterait au jeu, enfin, non, c'est que pour sa défense, par définition. Mais là, et là aussi, c'est comme dans l'affaire Strauss-Kahn. Ils ont embauché à prix d'or les meilleurs avocats, et surtout l'avocat
de Epstein a profité des filles. Monsieur Dershowitz, Dershowitz profitait des filles que Epstein lui fournissait. Voilà, donc, effectivement, si vous voulez, c'est une économie qui tourne, si je peux dire, en vase clos. Voilà. Bon, alors, faut voir ou pas voir cette série? Ah, il faut la voir. Il faut la voir. Non, sincèrement, il faut la voir. Il faut la voir. Bon, il y a un côté pleurniche, parce que c'est réalisé par... Moi, j'ai trouvé qu'il y avait un côté ridicule, oui. Mais non, mais justement, au contraire, ça vous permet... avec tout ce que vous allez apprendre dans le livre... Mais j'ai bien compris. Je veux dire, le fait, si vous voulez, de regarder... Il faut le voir pour voir un contre-exemple, quoi. Voilà, parce que les filles qui sont là... oui, j'ai été violée 20 fois, mais je suis revenu la 21e fois. Non, mais... ça va, quoi. Je veux dire, c'est bon. Une fois suffit, c'est exactement ce que vous avez dit. Là, c'est vraiment une pure question financière. C'est typiquement américain. Vous savez, aux États-Unis, on appelle ça, les avocats, les les fender bender. Ah, oui. Alors, fender bender, si vous voulez, c'est les avocats pare-choc. C'est-à-dire, vous avez un mec qui vous rentre dans la voiture, qui abîme votre pare-choc. Hein. Ça y est, j'ai mal au cou, je vous demande 200 000 $. Vous voyez, vous savez, les avocats, vous êtes hospitalisé à New York ou ailleurs, vous sortez de l'hôpital, vous avez des avocats qui vous attendent, et ils vous ont bien soigné. Alors, bah oui. Ah non, mais je suis certain qu'on va trouver un truc. Hein. Venez avec moi, on va les attaquer. Nous, on n'a pas l'habitude de ça. Hein. Enfin, en tout cas, aux États-Unis, si vous voulez, c'est quelque chose de très fréquent. Donc, ce que vous voyez dans la série Epstein, c'est le fender bender, c'est-à-dire les avocats par choc, les filles par choc, lol, les filles normales qui se transforment en prostituées sans l'être, tout en l'étant. Je sais pas ce que vous en pensez. Amateur, oui, c'est ça. Hein, je suis amateur, oui. Vous savez, c'est comme dans le procès de Tariq... comment s'appelle là, Ramadan. Oui, Tariq Ramadan. Vous savez, la fille, oui, il m'a violé une fois, puis je suis revenu, donc elle est revenue 4 fois. OK. Donc on m'explique la logique là, parce que il y a quelque chose qui m'échappe. Hein. C'est pas que je valide, si vous voulez, le côté brutal, mais les fantasmes ou les fétiches, etc., sexuels ne regardent que les personnes et pas pas le tribunal. Donc vous l'aurez compris, merci beaucoup Pierre, vous l'aurez compris, il faut à la fois voir la série, selon Pierre, et lire le livre. Mais en fait, si vous voulez, là, vous avez un package global. Hein. Vous savez, vous avez à un moment donné, si vous voulez, à un moment donné dans la série Epstein, il paraît que ils disent votre sexe est en forme d'œuf. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Moi, ça m'a fait penser à Joyeuse Pâques, vous voyez, la fameuse pièce de théâtre. Et on a vraiment collectionné, si vous voulez, une série d'affaires absolument complètement délirantes. Et là, en fait, la société est en train d'exploser, puisque tout le monde, chaque communauté, essaye, si vous voulez, de tirer la couverture à soi. Et on voit des affrontements absolument colossaux entre communautés, entre les féministes, entre les ratios, et ainsi de suite. C'est absolument terrifiant, mais en même temps, je crois que c'était indispensable, parce que certaines personnes, effectivement, abusaient totalement de leur pouvoir, mais vous voyez, par la contrainte ou par la contrainte financière. Si tu couches avec moi, tu auras un rôle. Bon, c'est connu, hein. Marilyn Monroe, si vous regardez si vous lisez les livres de l'époque, Marilyn Monroe était connue comme la reine du couch, ce que Hollywood appelle de couch screening, c'est-à-dire l'examen du canapé. Hein, voilà. Et Marilyn Monroe était extrêmement douée pour ça. Elle s'en est jamais cachée. Hein. C'est vrai. Et c'est vrai aussi que la CIA a toujours été au cœur des affaires de sexe, du pouvoir. Ah bah c'est un grand classique, hein. Mais là, si vous voulez utiliser des gamines de 12 ans, je trouve que c'est vraiment, aussi bien de la part du Mossad que de la part de la CIA, je trouve ça minable. Oui, véritablement. Vous voyez, des gens à la DGSE, bien sûr. De l'époque d'Alexandre de Marinche, personne n'aurait, je veux dire, ils n'auraient pas fait des choses comme ça. Ils utilisaient Madame Claude, bien sûr, hein, le truc classique, hein, mais pas des gamines de 12 ans. Ils avaient encore un sens de la morale. Bon, alors bien. Sur ces conclusions et ces sages paroles, je vais quitter Pierre et vous quitter également et vous retrouver une prochaine fois pour un nouveau tueur en série. Voilà, les mourus. Les mourus.